Et pour commencer cette émission du jour, Semaine québécoise de réduction des déchets, comme je le disais tout à l'heure, avec Karel Ménard, qui est directeur du Front commun pour une gestion écologique des déchets, un acteur incontournable en la matière. Bonjour, Karel. Bonjour, Maude. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Plaisir partagé. Et donc, comme on le disait, ça se déroule du 20 au 26 octobre. C'est une année importante parce que là, c'est la 25e. C'est déjà la 25e édition, effectivement, qu'on a débuté hier en fin d'après-midi à la Maison du développement durable, justement. Avec un super panel. Et puis, donc, 25 ans déjà pour la Semaine québécoise de réduction des déchets qui, avec le temps, s'est élargie là, à toute l'année avec des activités de l'outillage en ligne. Et là, si on se concentre justement sur la réduction des déchets en tant que telle, on comprend qu'il y a eu une diminution des déchets, de production de déchets dans les dernières années, malgré l'augmentation de la population, mais qu'on est encore loin d'une cible qui avait été fixée. Oui. Par rapport à cette réduction-là, où est-ce qu'on en est, nous, sur ce chemin de la réduction des déchets au Québec, présentement, Karel? Bien, lorsqu'on parle de réduction des déchets, il faut savoir de quoi on parle exactement, parce que c'est un peu galvaudé comme terme. Les objectifs gouvernementaux, ce sont des objectifs de réduction à l'élimination, et nous, on vise surtout une réduction de la génération. Donc, il faut arrêter de produire autant de déchets. Donc, c'est pas une question de les gérer, de les composter, de les recycler. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pas la solution. La solution, c'est vraiment de réduire notre production de déchets. Donc, si on comprend ça, déjà, on a fait un gros pas, mais au niveau gouvernemental, dans les rapports et tout, on n'a pas encore compris ça. On vise surtout des mesures qui visent à détourner des matières résiduelles qu'on génère, alors que nous, on vise vraiment à éviter d'en produire. Parce que, comme tu le sais, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on en est là. Mais c'est quand même bon signe, c'est-à-dire on avance à petits pas. Donc, en environnement, il ne faut surtout pas reculer et il ne faut pas non plus stagner, là, parce que quand on stagne, on recule. Oui. Donc, on avance. La preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui participent à la SQRD. C'est énormément repris par le monde municipal, ce qui est une excellente chose. Les gens, là, la semaine se termine le 26 octobre et le 27, on va nous appeler pour dire quand va être la SQRD 2027 déjà. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait la SQRD à l'année d'ailleurs, parce que c'est une semaine. Parce qu'il y avait de la demande. Ben oui, une semaine, c'est pas assez. Là, on peut pas juste réduire une semaine. Là. Qu'est-ce qui se passe les 51 autres semaines? Donc, on fait la SQRD à l'année depuis quelques années. C'est beaucoup de travail. C'est un peu lent à démarrer parce qu'on est somme toute avec peu de ressources, mais ça va de mieux en mieux. Mais tant mieux. Puis c'est important ce que tu dis par rapport à la terminologie, justement, qui est très, très galvaudée, puis qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire concrètement, surtout quand on lit des articles dans le journal ou qu'on voit des informations, des statistiques sortir. Souvent, on est comme « Oh, wow, ouais, il y a eu une réduction », mais finalement, on comprend que toute l'information n'est pas là et que ça manque de précision un petit peu dans ce que ça veut dire la réduction du déchet. Donc, sans enlever la responsabilité et l'impact individuel, il y a une donnée intéressante qui est ressortie d'un rapport qui a été émis par Recycle Québec en juin 2025, qui était, j'en tire un extrait, là, les 2/3 des matières éliminées proviennent des industries, commerces et institutions, ainsi que du secteur de la construction, rénovation et démolition, qui totalise 462 kg de déchets par habitant. Qu'est-ce que le gouvernement met en place présentement pour remédier à la production, justement, de ces déchets-là et aussi à leur gestion, parce qu'on continue d'en produire nécessairement? Qu'est-ce qui est mis en place? Oui, ben tu fais très bien de le souligner qu'on culpabilise souvent, et ça, j'aime vraiment pas ça, les individus. C'est-à-dire, on n'est pas les seuls responsables, c'est vraiment une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Tu l'as mentionné, l'industrie de la construction, rénovation, démolition, ce qu'on appelle les ICI, institutions, commerce et industrie, qui produisent des matières résiduelles, des déchets là, assimilables aux déchets domestiques, dont du papier, du carton, du plastique et autres. On ne parle pas de déchets dangereux. Et ces entreprises-là, effectivement, CRD, Construction, Rénovation, Démolition, et les ICI sont aussi responsables de la majorité des déchets qu'on envoie dans les dépotoirs. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour contraindre ces secteurs-là à moins produire de déchets ou à mieux les gérer? Très honnêtement, pas grand-chose. Le secteur de la construction, rénovation, démolition, c'est le parent pauvre du secteur des déchets. On en parle depuis des années. On le sait très bien. C'est toujours la priorité, mais on ne fait rien. Ça veut dire, actuellement, on ne fait pas ou très peu de déconstruction.
Oui. Il n'y a pas d'obligation de recyclage non plus, même pour les ICI. Ça va venir dans quelques années au niveau des matières assimilables aux déchets domestiques, là, les matières qui vont dans le bac de récupération. Oui. Mais autrement, tout ce qui est, par exemple, textile, tout ce qui peut sortir d'une industrie, par exemple, qui ne sont pas des déchets dangereux ou des déchets liquides, il n'y a rien qui contraint justement ces entreprises-là à recycler ou à réduire moins, en fait. Ça serait ça l'idéal. Et ce qui est très dommageable, si on peut dire, c'est que les coûts d'élimination sont encore très, très bas au Québec. C'est drôle à dire, mais on ne paye pas assez cher nos poubelles pour les enfouir. Donc, ça ne nous encourage vraiment pas à trouver des façons soit de moins produire ou soit de les détourner de l'élimination. Donc, au Québec, on est gradure, si je peux dire, c'est qu'on peut produire. Premièrement, on consomme énormément, on consomme trop. On consomme 271 millions de tonnes de ressources par année au Québec. Bon, ça se transforme pas tout en déchets, mais 261, c'est 30 millions de tonnes par personne. Donc, c'est énorme. Donc, et c'est très facile, comme j'ai dit, d'en disposer, de les envoyer au dépotoir, très accessible. On le met sur le bord de la rue dans un sac, ça disparaît, on ne sait pas où ça va, mais ça crée des problèmes. Donc, gros consommateur, gros générateur de déchets, donc gros problème éventuellement. Et donc, il faut mettre des contraintes, il faut légiférer pour... Absolument. Il y a plusieurs façons, effectivement, de l'écofiscalité, des lois, des mesures, et ainsi de suite. Les solutions sont là, on les connaît, mais on les applique pas. Non, c'est pas mis en place, malheureusement. Il y a eu l'entrée en vigueur de la réforme de la collecte sélective le 1er janvier dernier, qui comprenait l'élargissement de la récupération à la totalité des contenants, emballages et imprimés, qui a été aussi précédée de celle de la consigne en novembre 2023. Et tout ça laisse à penser qu'il y a quand même une amélioration, comme tu le soulignais. Là, il y a quand même des avancées, mais pas nécessairement comme on le souhaiterait ou aussi rapidement qu'il le faudrait. Mais on ne sait pas encore c'est quoi l'impact du cycle complet de ces déchets-là, parce que ça avait été précisé quand même ici en entrevue, que oui, ils ramassent tout. Ils remettent à l'industrie la responsabilité, mais après, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui advient de ces déchets-là qui ont été mis au recyclage, on ne le sait pas. Donc, ça n'améliore pas nécessairement ce qui concerne la production des déchets. Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend avant d'avoir une mesure d'impact et quelles seraient, selon toi, les retombées positives potentielles d'une initiative comme ça? C'est une excellente question. Moi, j'ai pas la réponse. Le gouvernement n'a pas la réponse. On est un peu dans le flou à ce niveau-là. On ne sait même pas s'il va y avoir des bilans produits par Recyc Québec, par le gouvernement, parce que les matières recyclables qu'on met dans le bac bleu ou dans le bac vert, bientôt tous les bacs vont être bleus en passant, mais les matières recyclables qu'on récupère sont propriété des entreprises qui les produisent. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Ils en demeurent propriétaires de la conception jusqu'à la fin, après leur vie utile des produits. Mais à savoir, qu'est-ce qui va devenir de ces produits? Savez-vous maintenant que vous pouvez mettre un tube dentifrice, un tube de pâte à dents dans le bac de récupération? C'est un contenant. Donc, tous les contenants vont dans le bac de récupération. Moi, je dis un bac de récupération, il n'y a pas de recyclage, là, vous notez ça. Parce que moi, je ne recycle pas à la maison, je récupère. D'accord. Mais on peut mettre tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir mettre avant le 1er janvier, ben maintenant, on peut le mettre. Du moment que c'est un contenant, un imprimé en emballage, fait de papier, plastique, carton, métal, verre. Oui. Le verre, c'est peut-être un autre dossier, là, mais officiellement, c'est ça qu'on met dans le bac de récupération. Mais est-ce que ça va vraiment être recyclé? Est-ce que mon tube de dentifrice va être recyclé? C'est une bonne question. L'idée, c'est que, comme le tube de dentifrice qui se retrouve dans le bac continue à appartenir à Crest ou Colgate ou Palmolive, une compagnie qui les met en marché, ben, elles vont payer pour en disposer. Donc, l'idée, c'est que, comme elles vont payer pour en disposer, peut-être qu'elles vont mettre des tubes dentifrice qui sont recyclables ou peut-être plus éco-conçus, mieux éco-conçus, si on veut. C'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est que en payant plus, les compagnies vont mettre des produits qui sont plus facilement recyclables, parce qu'ils leur coûtent moins cher à en disposer ou à en recycler. Est-ce que ça va vraiment se faire? Parce que ultimement, c'est le consommateur qui va le payer sur la tablette, le dentifrice là, ou le produit qui n'est pas recyclable. Et est-ce que ça va vraiment être recyclé? De quelle façon ça va être recyclé? Entre 2021 et 2023, donc le dernier bilan, c'était avant la réforme de la collecte sélective. On est passé, par exemple, au niveau de la valorisation énergétique du plastique de 5 à 17%, si je ne m'abuse. Donc, on a augmenté de beaucoup le plastique qu'on a envoyé dans les cimenteries se faire brûler. Moi, quand je mets une bouteille de savon dans mon bac de récupération, dans ma tête, je veux qu'il soit recyclé. Oui. C'est un peu ça, donc transformé en granules pour qu'on fasse un autre produit en plastique. Mais si on l'envoie se faire brûler, là, j'avoue que j'ai des petits problèmes parce que
lorsqu'on l'envoie se faire brûler, en fait, valoriser pour l'énergie, ce n'est pas de l'élimination, ce n'est pas régi par les mêmes règlements, et ainsi de suite. Donc là, ça peut causer des problèmes sur le plan environnemental et surtout que c'est une espèce de façon de dire qu'on recycle alors qu'on brûle un produit. Donc, j'aime pas trop ça et j'espère que c'est pas ce qui va arriver parce que là, il y a énormément de produits qu'on met dans le bac de récupération pour lesquels il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de marché actuellement. Il va y avoir énormément de contamination dans le bac et ça va être très dur à trier, à gérer et à trouver des preneurs, des débouchés, là, parce qu'il faut avoir de la quantité, mais aussi de la qualité au niveau des produits, de l'uniformité, si on veut, au niveau de la matière. Donc, j'ai bien hâte de voir d'ici 1 an ou 2 qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Oui, effectivement. Puis à espérer qu'on ait un certain bilan quand même. Là, je peux pas imaginer qu'il n'y aura pas de mesure d'impact Ben non, mais si on a un bilan, c'est comme ça qu'on peut se corriger là, ou s'améliorer. Assurément, assurément. Mais bon, encore une fois, ça va bien lentement, on dirait tout ça. Puis il y a des mesures peut-être plus drastiques qui pourraient être mises ailleurs, là, comme on le mentionnait tout à l'heure auprès des industries notamment. Mais là, si on revient à l'édition 2025 de la Semaine québécoise de réduction des déchets, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, les panels, activités, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en ligne aussi, par exemple? Ben, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, tous les événements, pas tous les événements, mais si une MRC ou une municipalité organise un événement, ils peuvent le mettre sur le site de la SQRD, donc sqrd.org, donc c'est accessible. Comme par exemple, ce midi, il y a un webinaire sur le gaspillage alimentaire organisé par Recycle Québec. Donc, moi, je suis abonné. En sortant d'ici, je vais aller devant mon écran d'ordinateur, je vais aller regarder ça. Jeudi, par exemple, il y a une conférence de Simon Paré-Poupard, qui est très populaire ces temps-ci. Donc, c'est pas sold out, mais pas loin, mais il y a encore de la place pour s'inscrire. Jeudi matin, il y a une excellente conférence de moi. Non. En toute humilité. En toute humilité, mais c'est ça. Mais en fait, je suis avec la Ville de Montréal. Oui. On parle de la participation citoyenne. D'ailleurs, ça se passe encore à la Maison du développement durable, qui est un très bon partenaire encore cette année, donc, la Ville de Montréal va parler de l'engagement citoyen, comment passer de l'intention aux actes, quels sont les trucs à faire ou à ne pas faire. Et moi, je vais parler de la participation citoyenne qui est indispensable, si on veut, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont mal compris ou qui sont refusés, pas parce qu'ils sont mauvais nécessairement, mais parce qu'ils ne sont pas expliqués, parce qu'on les rentre au fond de la gorge là, de force aux citoyens. Vous allez avoir un sujet tantôt, je dis pas que je suis pour, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de désinformation à propos de ce projet-là qui fait en sorte que ça part vraiment, vraiment mal. Donc, la participation citoyenne est super importante là, pour faire en sorte qu'un projet soit mieux compris, et ensuite les gens vont accepter ou refuser ce projet-là. Bon, dans le projet dont on parle, là, j'ai vraiment des grosses réserves. Oui, des grosses réserves. Mais, on parle du port de l'agrandissement du port de Contrecœur. On se rend effectivement, partie, juste regarder le niveau du fleuve, là, je pense qu'est-ce qu'ils vont faire, là, c'est-à-dire ils vont avoir des barges là, au lieu d'avoir des porte-conteneurs, parce qu'on manque d'eau, ça c'est un autre problème. Là. Donc, il faut avoir des visions à long terme, je pense qu'on n'a pas là, actuellement. Absolument. Mais ça, c'est un autre problème. Mais et vendredi, par exemple, il y a le film qui s'est encore projeté à la Maison du développement durable, qui est La richesse des ordures. Oui. Donc ça, c'est un film, c'est un incontournable, si vous voulez. Et tout ça, c'est gratuit en passant. Hein? Oui. Donc, c'est possible de s'inscrire sur le site de la Maison du développement durable. C'est ça, il est sur le site de la SQRD. On a aussi l'application Le Projet Z, donc on a revampé cette année. Donc, c'est une application pour... on ne sait pas quoi faire comme geste bon pour l'environnement et ainsi de suite. Donc, on télécharge l'application, c'est gratuit et ça nous confronte à des petits défis dans différents secteurs, l'habitation, le transport et ainsi de suite. Donc, qui sont faciles à réaliser, mais plus ça va, plus les défis sont un petit peu plus durs. Moi, j'ai bloqué à certains endroits. Okay. On a toujours le code Z, qui est en fait des fiches, pour les municipalités, les écoles ou les citoyens qui, encore là, se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à mon environnement? En passant, au niveau de la gestion des déchets, là, c'est peut-être le geste le plus concret qu'un individu peut faire pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. On se demande toujours qu'est-ce que je peux faire, puis on est toujours un petit peu, honnêtement, paresseux, c'est-à-dire on veut garder notre voiture et ainsi de suite, mais si on consomme moins, je ne veux pas dire arrêter de consommer, mais consommer différemment. Acheter des produits durables, les faire réparer, partager les produits avec le voisin ou avec nos amis. Une tondeuse, on n'est peut-être pas obligé de tout le monde en avoir sur la rue. Là. On peut se la partager. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on peut avoir qui ont un impact direct et concret sur les gaz à effet de serre, parce que 70% des gaz à effet de serre dans le monde, c'est dû à notre consommation.
Donc, consommation inclut l'extraction des matières, le transport, la transformation, la consommation, la disposition, mais c'est notre société de consommation, ultimement, qui est responsable des GES. Donc, si on fait si on a des petits gestes concrets à notre niveau, ben on contribue directement à la réduction des gaz à effet de serre. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin parce qu'on a tendance à oublier qu'on vit dans une planète qui a ses limites. Qui a ses limites et on est en train de les dépasser pas mal ces temps-ci. Absolument. D'accord avec toi, Karel. Merci beaucoup. Karel Ménard, donc directeur du Front commun pour une gestion écologique des déchets. Je vous invite à aller visiter la page web de SQRD. Ils sont sur les médias sociaux aussi pour voir toutes les activités pour cette semaine, mais pour toute l'année aussi. Exact. Rendez-vous sur cette page. Et tu restes avec nous en studio, Karel.